Bonjour à tous, c'est Caroline. Hier, le 1er juin, c'était la journée mondiale de sensibilisation aux victimes de la perversion narcissique. Et à cette occasion, je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui allait aborder une découverte que j'ai faite dans mes recherches récemment et qui personnellement m'a beaucoup parlé. Et je pense que, voilà, que c'est un peu intéressant pour vous de découvrir cette notion également. Donc voilà, aujourd'hui, Histoire de Fou va s'intéresser à... Alors, qu'est-ce que c'est l'égoïsme ? Tout d'abord, revenons pour expliquer ce concept au mythe. Vous connaissez sans doute le mythe de Narcisse, qui a donné son nom au narcissisme, qui est qu'un jeune homme est tombé amoureux de son propre reflet dans l'eau et en est mort à force de s'admirer. On ne connaît pas, la plupart enfin moi je ne connaissais pas en tout cas jusqu'à ce que je le trouve dans mes recherches, une partie du mythe qui est qu'il y avait une jeune nymphe qui était amoureuse de Narcisse, qui s'appelait Écho, et qui s'est attiré les foudres de la déesse Héra, qui l'a condamné à ne plus pouvoir utiliser sa propre voix, mais à ne pouvoir que répéter les paroles qu'elle a entendues en dernier, en écho. D'où son nom. Cette histoire a donné donc lieu a donné son nom à un concept de psychologie qui s'appelle le trouble de la personnalité égoïste. C'est un diagnostic qui n'est pas encore inclus dans le DSM, qui a failli être inclus dans le DSM-5 à la suite de le trouble de la personnalité narcissique, qui ressemble pas mal au trouble borderline. C'est un concept qui a été analysé par un chercheur américain qui s'appelle Craig Malkin dans un ouvrage Rethinking Narcissism, donc Repenser le narcissisme, qui est paru en 2015. Il a effectivement constaté que la plupart des victimes de la perversion narcissique étaient des gens qui étaient la plupart du temps très empathiques, hypersensibles, très intelligentes et très attachées à ce que pensaient les autres d'elles-mêmes. Et effectivement, si on reprend le mythe, avec l'histoire que la nymphe ne peut plus utiliser sa propre voix, on retrouve effectivement une caractéristique fondamentale des victimes de la perversion narcissique, c'est-à-dire que les personnes qui sont en relation avec les narcissiques ne peuvent pas s'empêcher de faire passer en premier les besoins et les désirs de la personne avec qui elles sont, quitte à oublier leurs propres émotions. Souvent, les égoïstes ont eu un parent soit pervers narcissique, soit atteint d'une certaine forme de trouble de la personnalité narcissique, soit tout simplement une mère, en général c'est la mère, contrôlante ou négligente ou distante émotionnellement, qui a inculqué dans l'esprit de son enfant qu'il fallait éteindre ses besoins émotionnels et se fondre dans le décor pour ne pas se faire repérer et ne pas énerver le parent. Alors, en fait, le symptôme déterminant de l'égoïsme, c'est que les personnes qui en souffrent ont une phobie vraiment ancrée en elles, qu'il faut absolument pas avoir l'air justement narcissique. Il ne faut pas avoir l'air arrogant, il ne faut pas avoir l'air de se vanter, et il ne faut pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut donc se mettre en retrait en permanence et devenir un fantôme. Voilà. C'est la peur persistante des gens qui souffrent de ce trouble de la personnalité, c'est qu'ils ont la phobie vraiment de se faire remarquer et d'avoir l'air d'être narcissique eux-mêmes. Le pervers narcissique va alors trouver dans ces victimes-là un moyen, une aubaine plutôt, de pouvoir manipuler et effacer la personnalité de la personne qui va s'y prêter volontairement en fait. Le deuxième symptôme qui définit les personnes atteintes d'égoïsme, c'est qu'elles ont une peur un peu irrationnelle et très difficile à expliquer, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire si vous l'avez ressenti vous-même. Une peur de disparaître en fait, une peur d'être invisible, une peur de s'évaporer. Ce qui conduit à une espèce d'obsession de garder une trace de leur existence en se regardant beaucoup dans le miroir, en prenant beaucoup de photos de selfies par exemple, pour marquer en fait leur présence extérieure de manière tangible. Et donc ça vient en fait d'un problème durant l'enfance où les enfants ont dû refouler et repousser leurs émotions et leur identité et leurs besoins
pour être dans la ligne de conduite acceptée par le parent. Et donc ils vont chercher, ces enfants plus tard, à l'âge adulte, des partenaires qui vont justement être contrôlants, qui vont s'imposer, qui vont dire ce qu'il faut faire, qui vont dire quoi faire, comment le faire, et qui vont leur donner une directive, comme ça, de façon puissante. Ce qui donne lieu à des relations donc marquées par l'agressivité, la brutalité, une sexualité dégradante, une sexualité où la personne ne s'écoute pas mais se calque à la personne avec qui elle est en train d'avoir un rapport sexuel avec elle. Il y a également une incapacité à réguler ses émotions puisqu'elle a voulu faire fi de ses émotions pendant tout son développement. Quelque chose de positif quand même qui sort de cette façon d'être, c'est que la personne égoïste a en fait une très bonne capacité, une excellente capacité même, à percevoir les émotions des autres, à sentir les intentions dans la voix ou le visage des autres, puisqu'elle a été très très concentrée pendant tout son développement sur les signes chez le parent de comment elle pouvait interagir. Voilà. Donc en fait, ça vient tout simplement du fait que l'enfant à ce moment-là est en hyper alerte, en hyper vigilance, en grandissant, à guetter le moindre signe de colère ou de dédain de son parent pour pouvoir s'ajuster très très vite et se faire oublier. Voilà. Alors, les conséquences donc de ce trouble de la personnalité qui n'en est pas un officiellement, mais qui a failli être dans le DSM-5. Les conséquences de ce fonctionnement qui fait qu'on a tellement peur de devoir demander quelque chose à quelqu'un, de devoir exprimer son opinion, de devoir demander à ce qu'un besoin soit rempli. On a tellement peur de ça que ça donne des difficultés relationnelles effectivement qui peuvent être associées au père narcissique ou pas. Une façon de se saboter soi-même et de saboter les opportunités qui peuvent nous arriver. Une minimisation de nos propres exploits, de notre propre prouesse. C'est-à-dire que la personne va avoir tendance à dire, par exemple, j'ai réussi tel concours, oui mais c'était pas vraiment très difficile, il y avait beaucoup de place, voilà, une façon de réduire la fierté qu'elle pourrait avoir d'elle-même. Ça va souvent donner lieu également à une comorbidité, c'est-à-dire avec un trouble co-occurrent qui est celle de la phobie sociale, c'est-à-dire que la personne égoïste va avoir tellement peur de se faire remarquer et de devoir interagir avec les autres et de devoir éventuellement demander quelque chose à l'autre par rapport à ses besoins, que ça va créer une anxiété de la relation à l'autre qui peut tomber dans le diagnostic de la phobie sociale. Et souvent, ces personnes vont avoir une vie remplie d'événements traumatiques à répétition et de schémas de comportement qui vont les pousser à être en relation avec des gens nocifs, avec des gens toxiques, avec des gens qui ne vont pas respecter leurs désirs, leurs besoins, leurs voix. Voilà, pour refaire une association avec ce que je disais au départ dans le mythe. Alors, c'est un trouble qui peut être soigné en thérapie, évidemment, heureusement d'ailleurs. Et qu'est-ce que va devoir faire le thérapeute ? Il va devoir principalement rassurer et valider la personne. C'est-à-dire lui faire comprendre que son opinion a de la valeur, que ses besoins sont importants, qu'elle a le droit de les exprimer, que ce n'est pas être arrogant ou être un fardeau que d'exprimer certains besoins. Donc à travailler en thérapie, ça va être l'estime de soi, comment mettre des limites, savoir dire non par exemple, ça va être un grand problème pour les gens atteints de la personnalité égoïste, s'affirmer. Voilà, oser exprimer son avis et prendre soin de soi. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le schéma de comportement de ces personnes va être souvent de se négliger en faveur des autres. Et ça va être de comment ne pas s'oublier et savoir s'auto-respecter et s'occuper de soi-même de manière saine. Voilà. J'espère que cette histoire d'égoïsme vous aura intéressé et vous aura parlé. Moi, je trouve qu'elle éclaire beaucoup de choses chez les victimes de la perversion narcissique.
Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Comme je le dis d'habitude, je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous et savoir un peu ce qui vous a intéressé ou pas. Je vous dis à la prochaine.